Alors, je vais vous faire encore, donc, avec le deuxième un peu de prévention des infections. Et la présentation que je vais vous faire est liée à l'enquête nationale de prévalence qu'on est en train de se faire en ce moment. Et que, vu le fardeau que ça représente, on a décidé de la détourner pour essayer de répondre à quelques questions qu'on se pose. Et les questions qu'on se pose portent sur les deux dispositifs invasifs qui sont le plus couramment utilisés à l'hôpital, qui sont les cathéters véno-périphériques et les sondes urinaires. Alors, on va commencer par les sondes urinaires. Vous allez voir que les données qu'on a obtenues lors de cette enquête de prévalence peuvent peut-être orienter notre politique de prévention. Donc, les sondes urinaires, pourquoi s'y intéresser? C'est qu'elles sont à l'origine de plus de la moitié. Les infections urinaires représentent plus de la moitié des infections associées aux soins. Que 80% de ces infections urinaires sont attribuables aux sondes urinaires à demeure. Entre 10 et 25% des patients hospitalisés ont une sonde urinaire à demeure pour leur hospitalisation. Et qu'il y a, comme pour toutes les infections associées aux soins, une corrélation entre durée d'utilisation du dispositif médical et le risque infectieux, puisqu'on estime que le risque journalier d'acquisition d'une infection urinaire se situe entre 3 et 7% quand une sonde urinaire est présente, donc au bout d'une semaine, on n'est pas loin de 100% d'infection, ou du moins de colonisation. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, ce qui est très important, c'est que le sondage urinaire, comme les cathéters, l'utilisation de cathéters périphériques, sont faits sous prescription médicale. La stratégie de prévention des infections urinaires, c'est limiter l'utilisation des sondes urinaires à demeure aux indications reconnues, qui sont bien établies maintenant. Et deuxième point de cette stratégie, c'est quand une sonde à demeure est nécessaire, il faut la laisser en place le moins longtemps possible. Alors, je vous ai dit que les sondages urinaires sont une prescription médicale, et il y a Sen Sanji et ses collègues ont fait une étude qui a été publiée en 2000, qui est assez ancienne, mais qui est assez instructive. Ce qu'ils ont fait, c'est, au sein des établissements, ils ont répertorié les patients qui étaient porteurs de sondes urinaires, et ensuite, ils ont questionné les différentes catégories de personnel médical pour savoir qui, parmi les patients, avait une sonde urinaire. Et donc, vous avez la première colonne, c'est la catégorie professionnelle. La deuxième, c'est la proportion de cas où le soignant ignorait la présence de sonde urinaire. Alors, les étudiants étaient en médecine, qui étaient ceux qui, finalement, étaient le plus au courant de la présence de sonde urinaire, puisque seul dans 21% des cas, ils ignoraient la présence de la sonde. Interne, c'était à peu près pareil, 28%, résident, 27%. Et ça, c'était à un médecin traitant, où le senior, c'était 38%. Donc le senior était la personne qui était la moins au courant de la présence de la sonde urinaire. Et ils ont fait la même chose, mais en s'intéressant aux sondes urinaires qui étaient inutiles. Donc leur utilité avait été évaluée avant. Et de la même façon, ils ont interrogé les soignants sur la présence d'une sonde urinaire qui était inutile. Et là, les résultats sont fort mauvais, puisque si on prend les seniors, il y en avait seulement 1 sur 2. Il savait une fois sur 2 que le patient a une sonde urinaire qui était inutile, et même les résidents, c'était 47%. Et donc, en conclusion, les médecins, encore une fois, qui sont les prescripteurs, ne savent pas toujours si leurs patients ont ou non une sonde urinaire, et le savent encore moins souvent lorsque la sonde est inutile. Maintenant, on va passer aux cathéters vasculaires périphériques. Et contrairement à ce qu'on pense, les cathéters périphériques représentent une cause importante de bactériémie, notamment à staphylocoque doré, et les bactériémies sur cathéter périphérique seraient aussi fréquentes que les bactériémies sur cathéter centraux. Ça, c'est le résultat d'une étude qui a été faite en 2006. Qui a été publié en 2007 dans un hôpital de Barcelone, et qui montre le taux mensuel de bactériémie associée aux cathéters centraux et aux cathéters périphériques. Et vous voyez qu'en noir, c'est les bactériémies
associés aux cathéters centraux et en gris les bactériémies associées sur cathéter périphérique. Et dans cette étude, le taux de bactériémie à staphylocoque doré sur cathéter périphérique était aussi important pour les cathéters centraux. Prévention des infections sur cathéter périphérique. Alors un point, je ne vous parle pas du tout des mesures de prévention telles que les mesures à prendre lors de l'insertion ou de la maintenance des cathéters. Je parle des recommandations qui concernent leur utilisation et les indications. Et donc la principale mesure de prévention des cathéters périphériques, c'est de ne pas laisser en place plus de 72 à 96 heures afin de réduire le risque d'infection ou de phlébite. Donc, si on n'a pas ces données sur les durées de cathétérisation et la date de prescription, on peut laisser en place le cathéter de façon un peu trop prolongée. Alors, il y a de nouvelles techniques de prévention qui sont déjà utilisées aux États-Unis depuis pas mal de temps, qui étaient déjà utilisées pour les prescriptions d'antibiotiques, qui sont les stop orders. Stop order, c'est une prescription médicale qui est limitée dans le temps. Et par exemple, on va prescrire un cathéter périphérique pour 3 ou 4 jours et il est retiré au bout des 3 ou 4 jours et on en repose un si un cathéter est nécessaire. On utilise un autre type de dispositif si on a besoin d'un cathéter plus longtemps. Il y a un autre système aussi qui a été mis en place, le Reminder, et c'est un système soit électronique, soit par des moyens qui rappelle quotidiennement aux médecins et à l'infirmière qu'un dispositif médical est présent et ils doivent donc en quelque sorte valider chaque jour la poursuite de l'utilisation du dispositif. Il y a une méta-analyse qui a été publiée en 2010 sur 14 publications qui a montré que l'utilisation de stop order et de Reminder avait permis de faire baisser le taux d'infection et d'absorption de 52%. Et que la durée moyenne de soudage avait été réduite de 37%, que la moyenne c'était de 2,6 jours par patient. Donc c'est des mesures qui ont une efficacité. Alors maintenant je vais vous présenter les données locales. Donc on vient de recueillir dans le cadre de l'enquête nationale de prévalence 2012 qui est en train de se terminer ici à Marseille et dans laquelle on devait recueillir des données sur la présence des dispositifs invasifs, mais pas sur leur durée d'utilisation. Donc on a rajouté une variable à nous, qui était la date de pose du dispositif invasif. Alors là, c'est des données provisoires, parce qu'on est encore en train de recueillir les données, je ne les ai pas toutes rentrées, mais toujours est-il que ça porte sur 462 patients hospitalisés à la timone, 331 à la timone adulte et 131 à la timone enfant. Globalement, si on prend la présence de n'importe quel dispositif invasif, sur la timone adulte, on a 178 patients qui avaient au moins un dispositif invasif, ce qui représente une proportion de pas loin de 53,8%. Timone enfant, c'est plus élevé, une proportion de 70%. Sur les deux hôpitaux, c'est une proportion de 58,4%. Alors c'est très dur de trouver dans la littérature des données sur l'utilisation du dispositif invasif. Et la seule référence que j'ai pu trouver, c'est l'étude nationale de prévalence de 2006 et qui donne le taux moyen d'utilisation de dispositifs invasifs dans les CHU de France et de Navarre et qui est de 37,6%. Donc on aurait un taux d'utilisation qui serait supérieur, en sachant qu'on a quand même, c'est quand même assez représentatif de l'hôpital et des services que j'ai entrés, puisqu'on a tout, on a de la médecine, on a de la chirurgie, on a un peu de la médecine. Alors maintenant, l'utilisation des cathéters périphériques. Chez les adultes, un taux d'utilisation de 33,9%, chez les enfants de 46,6%, et sur l'ensemble des deux établissements de 37%. Donc pas loin d'un patient sur deux à la timone enfant, un cathéter périphérique et un tiers chez les adultes. Alors ça, c'est la durée d'utilisation des cathéters périphériques. Et là, on voit très nettement le kilomètre. Vous voyez les deux premières colonnes, les bleus, alors en bleu c'est la timone adulte, c'est la timone enfant, et c'est la colonne données manquantes. C'est-à-dire qu'on a pu retrouver nulle part, ni dans le dossier infirmier, ni dans le dossier médical, quand le cathéter périphérique avait été posé. Et alors, vous voyez en plus que
à 3-4 jours, il y a encore des cathéters en place, mais que certains cathéters périphériques sont en place jusqu'à 10 jours. Et qu'on s'est bien rendu compte en faisant l'enquête que les soignants se souvenaient d'un cathéter qui avait été mis la veille ou quelques jours auparavant, mais si le cathéter avait été mis en place plus longtemps avant, il n'y avait strictement aucune trace. Et j'étais cet après-midi en chirurgie vasculaire, et il n'y a aucune trace des reperfusions. Donc quand on change de cathéter, c'est impossible de retrouver quand il a été changé. Donc avec ce genre de données, c'est sûr que c'est difficile de remplacer les cathéters. L'utilisation des cathéters centraux à la timone adulte, 8,5%, chez les enfants 21%, mais ça inclut aussi les cathéters brodiaques qui sont utilisés en hématologie, et globalement ça représente un taux d'utilisation de 12%. Et là on retrouve exactement la même chose. Les données, il y a énormément de données manquantes, et là il y a une grande hétérogénéité dans les données d'utilisation. Utilisation des Picline, 4% chez les adultes, 2,3% chez les enfants, 3,5% au total. Et donc là aussi, on avait une ou deux dates de production chez les enfants. Enfin, les PAC. Alors là, les PAC, c'est un énorme problème parce qu'il n'y a aucune traçabilité. Et pourtant, il y a en gros 10% des adultes hospitalisés, à peu près la même chose chez les enfants qui ont des PAC. Et là, il n'y a aucune traçabilité en ce qui concerne la date de lieu d'insertion, etc. Ça, à la limite, pourquoi pas. Mais il n'y a aussi aucune traçabilité de l'utilisation à l'hôpital. C'est-à-dire comment ils sont utilisés, on ne retrouve rien du tout. Et il va sans dire aussi qu'on a encore moins d'informations sur ce qui se passe en dehors de l'hôpital. Utilisation des sondes urinaires chez les adultes 15%, chez les enfants 10%, sur les deux hôpitaux 13% et quelques. Et là aussi c'est la même chose, il y a une très mauvaise traçabilité. Et la traçabilité est encore plus mauvaise chez les enfants, puisque vous voyez qu'on a réussi à avoir la date de pose de la sonde urinaire seulement chez deux enfants. Alors il y a quand même des raisons d'espérer, c'est ce qui se passe dans le service du professeur Villani ici à la Timone, qui est un service qui reçoit des patients âgés, des patients lourds avec des accidents vasculaires cérébraux. C'est vraiment des patients très lourds. Et on a été, c'est moi qui ai fait l'enquête, qu'il y a finalement très peu de patients qui ont des dispositifs invasifs, puisque ayant au moins un dispositif invasif, il y a 4 patients sur le 17, les 4 ont un cathéter veineux périphérique, il y en avait un qui avait un Picline, et aucun patient n'avait une sonde urinaire. Alors maintenant, les grands axes du programme de prévention des infections à Timone en 2012, comme on les avait essayé de définir à la rentrée, c'était d'essayer de prévenir la survenue des infections associées aux soins et autres pathologies iatrogènes associées aux procédures de soins les plus utilisées, sondes urinaires et cathéters périphériques, introduire dans la stratégie de prévention toutes les interventions évidence-based ayant un effet direct cardiaque sur la survenue des infections, sur les indications d'utilisation des dispositifs médicaux, on a commencé à faire ça pour les soins urinaires, c'est un peu plus dur pour les cathéters périphériques, les conditions de mise en place des dispositifs médicaux, l'entretien des dispositifs médicaux et la durée des dispositifs médicaux, avec notamment pour les sondes urinaires et les cathéters périphériques, les mesures suivantes: diffuser les indications de l'utilisation de ces dispositifs invasifs, mettre en place des prescriptions médicales limitées dans le temps des stop orders, ainsi que des évaluations médicales quotidiennes de l'utilité du dispositif afin de réduire leur durée d'utilisation. Voilà. Très bien. C'est effarant. Ce qui est la chose la plus étonnante de l'enquête, c'est qu'il y a une espèce de course en avant ou de soi-disant qualité qui fait que vous ne pouvez plus mettre le nom des patients sur leur
feuille de température, qu'on fait chier le monde avec une quantité de choses, mais que les choses de base, comme mettre un cathéter quand c'est inutile, de savoir s'il ne faut pas enlever la sonde urinaire, qui sont la base du soin, qui sont la base de la mortalité. On estime que la mortalité par bactériémie hospitalière, rien que par bactériémie, je ne parle pas des autres infections, c'est la 6e ou la 7e cause de mortalité de toutes causes confondues en France. Aux États-Unis, actuellement, il y a des États dans lesquels la mortalité par bactériémie hospitalière est supérieure à la mortalité, ce qui est le cas en France, supérieure à la mortalité par accident. On estime que c'est entre 12 000 et 20 000 morts de bactériémie hospitalière, comparé à 5 000 morts par accident. Mais ils pensent que la qualité, c'est qu'il n'y ait pas le monde sur la pancarte de la pays est complètement cinglé et une déhiérarchisation du problème qui est terrifiante. Et ça passe effectivement que par le fait que, pour l'instant, il y ait un chef de service qui décide qu'on arrête de déconner. C'est-à-dire que ce qui devrait être véritable qualité, c'est qu'on n'ait pas le droit de poser une sonde urinaire ou de poser un cathéter pour plus de 3 jours, qu'il y ait à chaque fois une ordonnance qui le permette, parce que médicalement, c'est beaucoup plus grave que de faire une ordonnance en traitement de couillonnade. C'est plus grave de faire connaître ça que de prescrire de la doxycycline ou de l'ampicilline à un malade. La pilule, que ça puisse se faire sans ordonnance, c'est terrifiant. Et c'est pas de la prédiction, c'est la réalité, c'est que c'est la plus grande cause de mort par maladie infectieuse. C'est les morts qui sont dues à la mal-prescription des tuyaux. C'est quand même terrifiant. Donc dans la qualité, je suis sûr que dans la qualité hospitalière, personne ne regarde ça, ni depuis quand il a été mis, ni s'il y a une ordonnance pour le cathéter. Une chose comme ça, allez.